restez attachés parce que ça va continuer à secouer, pas seulement ce soir évidemment, mais dans les semaines et dans les mois qui viennent. Alors, ça nous a fait sourire parce que c'est la façon dont Donald Trump présente les choses, c'est son style, c'est le style Trump. On peut en penser ce qu'on veut, mais c'est en termes de communication d'une efficacité redoutable. On a l'impression effectivement qu'en 6 mois, il a résolu la moitié des problèmes de la Terre et accessoirement 90% des problèmes de son pays. Alors, il y a des choses, on a évoqué la guerre en Ukraine, où le président Trump a échoué. Il a aussi réussi il a réussi à tenir certaines de ses promesses en matière d'immigration, par exemple. Du côté de la frontière mexicaine, elle est en forte baisse. Alors, ça avait commencé avant qu'il arrive, soyons très clairs là-dessus, mais là-dessus, il a quand même réussi à faire des choses. J'aimerais entendre de la part de chacun d'entre vous ce que vous pensez, ce que vous retenez de ces 6 mois de présidence Trump. Ça peut être un mot, chaos, succès, ce que vous voulez. Et qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ce président a changé? Alors c'est vrai qu'il n'a pas réglé des choses qu'il a dit qu'il réglerait, comme la guerre en Ukraine. Mais on a beaucoup dit aussi, vous vous souvenez, il y a 4-5 mois sur les plateaux, on disait qu'il allait mettre l'économie américaine par terre. C'était fini. Eh bien, l'économie américaine, qu'on le veuille ou non, c'est jamais aussi bien portée. C'est juste un fait. Donc, tous les économistes qui nous avaient annoncé qu'avec ces négociations assez baroques, il faut le reconnaître, sur les droits de douane, il allait mettre l'économie américaine par terre, ben, ça c'est pas avéré du tout. Ça, c'est des économistes, c'est qu'il faut un peu de temps avant que ces choses. Deuxièmement, effectivement, il n'a pas réglé l'affaire israélo-palestinienne non plus. Ça, c'est tout à fait exact. Il a réglé des petites choses. Il a fait un traité de paix entre le Rwanda et la RDC. Il a arrêté la guerre ou le début de la guerre entre l'Inde et le Pakistan. Ça, c'est acté. Il n'a pas réussi de grands succès internationaux pour le moment, mais on peut dire, sans risque de se tromper, que sur la scène internationale, oui, il compte beaucoup plus que ne le comptait Joe Biden dans les 2 dernières années de son mandat. Randy Yaloz est avec nous. Bonjour, rejoignez-nous. Vous êtes président de Republicans Overseas Action Monde et France, cet avocat franco-américain. Vous allez nous dire évidemment ce que vous pensez, vous, du 47e président des États-Unis, de son bilan, de ces 6 premiers mois et aussi peut-être de ce que vous attendez dans les semaines et dans les mois qui viennent. Si je dois vous poser une question toute simple, qu'est-ce que vous retenez? Une chose que vous retenez de ces 6 derniers mois, positive ou négative? Je considère que Trump, chaque jour, chaque semaine, il a agi sur plusieurs fronts. Il n'y a pas un jour qu'il n'avance pas sur sur le terrain, que ce soit au niveau géopolitique, sur la guerre en Ukraine, en Israël, sur la question des technologies, sur l'économie. Il s'occupe de la sécurité aux États-Unis. Dans tous les domaines, il a avancé sur tous les points. Et je pense que c'est important de dire pourquoi il a un tel succès, pourquoi il avance si vite. Et je pense pourquoi il a un programme si riche en 6 mois. C'est parce qu'il avait 4 ans pour préparer ses actions et son projet politique. Et c'est ça l'aspect clé que je retiens pour son succès. Parce que si d'un jour à l'autre, il est devenu président à nouveau, il n'aura pas eu toute cette temps et pour planifier chacune de ses actions au niveau de manière si rigoureusement. On peut passer chacun de nous de parler de chaque aspect. Et ça n'aurait pas été possible s'il n'avait pas ce temps. Et il faut lui donner ce crédit-là, que c'est un homme qui a préparé pendant 4 ans un travail pour les prochains 4 ans. Et c'est ça, un président n'a jamais fait autant en 6 mois comme il avait fait. Vous pensez donc que, et je vous pose la question assez naïvement, mais vous pensez donc que tout ce que fait Donald Trump, depuis qu'il est arrivé à la Maison-Blanche, depuis le mois de janvier, c'est quelque chose de structuré, de préparé, de pensé en amont? Parce que l'impression qu'on en a, quand on le suit au quotidien, et c'est ce qu'on fait nous, journalistes, que ce soit ici ou aux États-Unis, c'est que parfois, on a du mal à comprendre la cohérence. Le contraire. C'est peut-être, je dirais, certains médias et certaines personnes qui souhaitent toujours mettre en cause M. Trump et de le décrédibiliser, utilisent ces moyens. Mais, au fond, il faut regarder pour chaque chose ce qu'il avait fait. Dans son programme,
que ce soit par rapport à l'économie, par rapport à l'immigration, par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport à la nucléarisation de l'Iran. Il a fait des promesses. Il a tenu au maximum. Bien sûr, pour l'Ukraine, c'était plus compliqué. Et j'estime, vous avez parlé d'un autre projet, 50 jours. Je vais rappeler aussi, les 50 jours, il a dit la même chose à l'Iran. Il a donné, je crois, 60 jours à l'époque. Et je prends que les Russes, cette fois-ci, suite à l'intervention américaine, prennent très au sérieux parce qu'un délai de 60 jours était aux Iraniens. Les Russes, je pense, vont payer le prix fort s'ils n'acceptent pas. Donc, je pense que c'était fait exprès. Trump a voulu faire un exemple des Iraniens pour ensuite revenir sur la table avec les Russes pour leur dire « Regardez ce que j'ai fait » et ça fait la même chose. C'est l'homme fort. Et il faut se dire aujourd'hui, même dans vos émissions, vous passez beaucoup plus de temps de parler de Trump que de Biden. Ça veut dire que Trump a beaucoup avancé sur plusieurs fois, même si on n'est pas d'accord avec lui, il avance. Il avance, il avance. Ça, c'est sûr qu'en matière d'énergie, les deux hommes sont difficilement comparables, surtout vers la fin. Ce qu'il a réussi indéniablement, c'est d'être l'acteur numéro 1 médiatique. Ça, c'est sûr et certain. On se réveille tous les jours et on regarde qu'est-ce que Trump a encore tweeté. Il a tweeté un nombre record sur son réseau social. Il a joué au golf beaucoup plus que Obama et Biden réunis en 6 mois. Ça, il a dit que je ne suis pas venu ici pour jouer. Si, il est venu et ça a coûté 30 ou 40 millions en déplacement entre Mar-a-Lago et Washington aux contribuables américains de payer ces déplacements avec le service Secret Service, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'indéniable. Il a promis de prendre les 2 millions de Palestiniens, de les déplacer dans un désert et de construire un énorme complexe immobilier au Gaza. Il n'avait pas dit dans un désert, il n'avait pas dit ce qu'il voulait la population. Dans les pays voisins. Hein. Voilà, et donc, il a promis beaucoup de choses. Dire qu'il a avancé sur tout ça, je ne dirais pas forcément. Mais c'est vrai qu'il est devenu un acteur principal mondial au niveau médiatique et au niveau géopolitique. Alors, attendez, on va entendre tout le monde, s'il vous plaît. Homme d'image ou homme d'action, Trump, depuis 6 mois? Homme d'image, plus que d'action. De tout ce qu'on a vu, c'est que, effectivement, vous pouvez dire, vous avez tout le droit d'analyser de votre point de vue ce qu'il est en train de faire. Moi, je le dis de la part de son dossier international, mais ce qui concerne l'Ukraine, c'est beaucoup plus dans l'image. J'ai parlé à Poutine, c'était un call magnifique, et après, on a le bombardement. Alors, manifestement, ça ne marche pas. Ce qui me trouble, en fait, c'est que je ne sais pas à quel point il a vraiment réussi à avancer dans le bon sens sur des dossiers que vous avez évoqués. En parlant d'immigration, par exemple, si vous regardez le secteur agricole aux États-Unis, vous avez 2/3 de travailleurs dans le secteur agricole qui sont des immigrants. Et la plupart de ces personnes sont sans papier. Comment les États-Unis vont pouvoir trouver le main-d'œuvre pour aller travailler dans les emplois qu'ils ne veulent pas avoir, parce qu'il faut que les salaires, dans ce cas, augmente. Comment, en fait, ce problème qui est en fait interconnecté entre l'immigration et la croissance économique va être réglé? Ou bien l'inflation qui a commencé à quand même monter au mois de juin. Et aussi l'impact que ça peut avoir quand même sur l'économie américaine. Ça m'intéresse juste de voir un peu votre analyse sur ces avancées. D'abord, vous avez ignoré le fait que M. Trump a prévu dans certains secteurs, il aura des dérogations pour aider ces secteurs à trouver des solutions pragmatiques dans les cas des secteurs agricoles. Oui, c'était les secteurs... Je termine ma réponse, madame, s'il vous plaît. Et la question... il faut savoir, M. Biden a laissé 12 à 13 millions d'immigrants clandestins à traverser la frontière. Aujourd'hui, vous êtes en train de dire qu'il n'a pas résolu le problème. Alors tout le monde est en train de faire des histoires, alors qu'il a seulement en 6 mois prévu et effectué 250 000 renvois à la frontière.
Et il faut dire qu'aujourd'hui, les cours suprêmes suivent sa position et on voit qu'il y a une certaine efficacité par rapport à sa situation. Il a mis les grands cartels de la drogue et des trafics humains sur la liste des terroristes, qui aujourd'hui va aider et arrêter le financement des drogues et aussi le mouvement des criminels aux États-Unis. Il fait beaucoup. Il faut entrer dans les détails. Les dire que c'est juste un président des médias, c'est de minimiser le travail que cet homme a fait en 6 mois. Je peux vous entendre sur certains commentaires parce qu'il a fait un commentaire particulier, mais il œuvre pour essayer de trouver la paix dans certaines régions, pour stabiliser les choses. C'est plus compliqué avec l'Ukraine, d'accord, on se rend compte que c'est plus compliqué. M. Trump a affaire avec M. Poutine, je pense aussi avec M. Zelensky. Je dirais que même aussi avec M. Zelensky, c'est aussi compliqué. C'est pas aussi simple que cela. Il faut toujours dire Poutine, Poutine, Poutine. Je pense qu'il a une personnalité compliqué aussi, M. Zelensky. Il ne veut pas non plus lâcher les pouvoirs demain. Et il y a toute une discussion au sein des pouvoirs en fait. Qui peut-être demain, il y aura plus de Madame. Non, mais il y a une petite différence quand même. Ouais, pourquoi vous êtes si coloureuse? Il ne faut pas être coloureuse. Il faut être... Non, oui, mais vous augmentez votre ton avec moi. Moi, j'essaie de vous expliquer que M. Trump... moi, on se verra. Et avant, les gens, quand j'étais ici il y a quelques mois, tout le monde m'a dit « Regardez ce qu'il va faire, il va détruire toute l'économie mondiale avec... » Et on était pendant 2 semaines en train de le dire avec les tarifs douaniers. Aujourd'hui, il fait, excuse-moi, pour les États-Unis, ça n'a pas changé. Et c'est ça qu'il faut voir, qu'aux États-Unis, il y a un record pour les recettes de 27 milliards dollars pour le mois de juin. Il a collecté en 6 mois 100 milliards de dollars en droits des douanes. Et sa politique générale, c'est peut-être augmenter de 10% de façon généralisée à travers le monde les taux douaniers globalement. On a compris que pour l'instant, vous jugez en tout cas son action très positive. Sylvie Bermann, votre analyse, votre regard de diplomate sur la façon dont Trump a vécu ces 6 premiers mois et ce qu'il a changé aux États-Unis et pour nous autres, dans le reste du monde. Oui, alors c'est vrai qu'il est erratique, transgressif dans la forme, mais je crois qu'il a vraiment de la suite dans les idées, qu'il sait ce qu'il veut, qu'il a effectivement un programme. Bon, il y a des choses qui peuvent changer à la marge. Il s'est effectivement préparé pendant ces 4 ans et il a constitué une équipe, ce qui n'était pas le cas pendant son premier mandat. Donc là, effectivement, il a un certain nombre de résultats. D'autres qui ne fonctionnent pas encore vraiment, mais c'est 6 mois, donc c'est un bilan provisoire. En ce qui concerne la politique étrangère, l'accord entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, c'est pas anodin. C'est des millions de morts depuis des années, avec des missions des Nations Unies, des missions de l'Union européenne, et rien n'a jamais marché. On verra ce que ça donnera, mais en tout cas... Oui, on se souvient de ce qui s'est passé avec George Bush au Soudan. C'était un accord, effectivement, entre les partis, et puis après... On verra, non, mais effectivement... Non, mais c'est pas simple. En tout cas, il s'est attaqué à cela. Sur Gaza, sur le Moyen-Orient, les choses ne sont pas terminées non plus. À la fin de son premier mandat, il y a eu les accords d'Abraham, qui étaient incontestablement un succès, même si ça laissait de côté la question palestinienne. Mais c'est un succès quand même. Et d'ailleurs, la différence, c'est que ça avait été fait dans le secret de la diplomatie. Ça a été une annonce surprise, alors que là, aujourd'hui, on est aussi dans la télé-réalité. Pour le moment, en Ukraine, effectivement, ça ne marche pas. Il se heurte à un mur avec Vladimir Poutine, mais en Iran, il a plutôt bien joué et il a restauré la crédibilité et la dissuasion des États-Unis qui avait été mis à mal par le départ piteux d'Afghanistan. Donc, c'est pas un succès complet, mais il y a quand même des résultats et il continue, encore une fois, 6 mois. C'est un bilan provisoire. Benoît Billon, peu orthodoxe donc, Donald Trump, c'est ce que vous venez de dire, transgressif. Mais il y a des résultats indéniables. Il y a des résultats, il y a surtout, je pense, une très grande cohérence qui, effectivement, est souvent masquée par, je dirais, la forme de communication qu'a choisi le président américain, avec laquelle il est à l'aise. La cohérence, à mon sens, elle se joue sur 2 tableaux, un tableau de politique intérieure et un tableau de politique étrangère. En termes de politique intérieure, il y a une volonté de reprendre en main
dans un sens idéologique, l'appareil d'État américain et d'en finir avec un certain nombre de consensus politiques qui existaient aux États-Unis depuis 1945, que ce soit en politique intérieure ou en politique étrangère, au profit de l'idéologie qui est celle des conservateurs qui sont aujourd'hui autour de Donald Trump. Ça, c'est l'élément de politique intérieure et qui explique aussi ces allers-retours en termes de décision et de contre-décision, qui est qu'il y a aujourd'hui une guérilla, notamment juridique, qui est jouée par les démocrates, entre autres, pour essayer de ralentir ce processus-là qui transformerait l'État américain de l'intérieur et qui le trumpiserait d'une certaine manière. Sur la politique étrangère, il y a, à mon sens, si on prend un peu de recul, une véritable transformation de ce que doit être la place des États-Unis dans le monde, vue de Washington. C'est fini le gendarme du monde, c'est fini la puissance incontournable, c'est une superpuissance, mais c'est entre guillemets une superpuissance parmi d'autres. Les États-Unis actent qu'ils ne peuvent pas tout faire. Donald Trump est le premier président des États-Unis qui a peut-être pris acte d'une forme de déclin américain, alors déclin relatif, mais déclin bien réel malgré tout, que les États-Unis ne sont plus dans ce moment unipolaire, que le moment unipolaire c'est terminé. La présidence Biden, c'est un petit peu un combat d'arrière-garde du moment unipolaire, où en fait les Américains essayent de croire qu'ils peuvent encore gérer les crises du monde tout seuls. Mais ça n'est pas le cas. Donc on est sur une politique étrangère beaucoup plus tournée vers les intérêts américains de manière étroite, avec une agressivité qui est réelle, mais aussi une efficacité qui est réelle. Et le premier et le principal bilan positif, entre guillemets, pour les États-Unis en politique étrangère, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la remise en coupe réglée de l'Europe. Les Européens n'ont jamais été aussi soumis aux États-Unis, peut-être qu'aujourd'hui. Et ça, c'est l'effet Trump. Je vous menace, le Groenland, et puis ensuite, vous m'achetez des patriotes. Il est brutal, c'est vrai, mais il n'est pas, comme on dit en anglais, patronizing. C'est-à-dire qu'il est très brutal, c'est des rapports de force, mais il n'estime pas, effectivement, que l'Amérique devrait commander au reste du monde. Non, pas du tout. C'est l'Amérique doit être la première, grande game. Et je le dis parce que j'ai écouté hier attentivement l'interview qu'a fait, c'était une interview radio par un téléphone à la BBC avec Donald Trump. Et il disait, oui, c'est un métier formidable, le métier de président. Vous rencontrez des chefs de grandes nations, il a cité, comme l'Allemagne, la France et l'Espagne. Et donc, il a mis à égalité, si vous voulez, l'Amérique avec l'Allemagne, la France et l'Espagne. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas leur imposer d'acheter les armes américaines, etc. Mais ça veut pas dire... Il n'est pas dans l'état de certains présidents démocrates qui considéraient que l'Amérique devait être un peu le patron bienveillant de l'Occident. Ce n'est pas la même... L'hégémonie bienveillante, c'est pas du tout la ligne politique de Trump.